est-ce qu'on fait pour mieux intégrer les humains, leur diversité sociale, culturelle, etc., dans la conservation de la biodiversité au sein de socio-écosystèmes. Et là, il y a plein de questions qui se posent sur le fonctionnement des humains de l'échelle individuelle à l'échelle des organisations sociales, donc qui sont des choses qui sont très étudiées évidemment par les sciences sociales. Mais la nouvelle question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on intègre davantage les non-humains dans cette réflexion et la relation des humains avec ce qu'on peut appeler la nature dans ces questions-là. Des questions qui sont en lien aussi, c'est quelle valeur on attribue à la biodiversité et ça a des conséquences sur comment est-ce qu'on la conserve, avec des débats sur est-ce qu'on fait une nature très jardinée ou au contraire on essaye de laisser un peu plus de place à ce qu'on peut appeler de la libre évolution. Ou on peut poser ça aussi sur comment on répartit l'espace. Est-ce qu'on cohabite avec les non-humains ou est-ce qu'on fait des espaces séparés pour les activités humaines et pour la conservation de la biodiversité? Et enfin, on a discuté de comment est-ce que les chercheurs pouvaient prendre leur place dans la conservation de la biodiversité avec un changement qui a commencé depuis pas mal de temps mais qui est en train de s'accélérer sur le fait qu'on passe de plus en plus à des études d'objets de pure connaissance à des études d'objets qui sont aussi des objets de gestion. Et ça a des conséquences sur la responsabilité des chercheurs dans l'étude de ces objets et il faut se poser la question de quelle est la posture des chercheurs par rapport à ça. Voilà, et comment est-ce que on peut interagir avec l'ensemble de la société sur les questions de conservation, comment est-ce qu'on co-construit des programmes de conservation, comment est-ce qu'on évite de se faire manipuler par les marchands de doute en tant que chercheur, etc. Et tout ça avec des positions un peu, je vous ai mis les deux extrêmes d'un continuum, des personnes qui sont très dans la position académique au sens strict, c'est-à-dire une production de connaissances et une approche assez neutre, et puis des personnes qui vont passer dans l'action, parfois jusqu'à l'activisme, avec des approches du type scientifique en rébellion. Alors, en termes de verrous, donc je l'ai déjà un peu dit pour ce qui est de la caractérisation de la biodiversité, il y a des biais taxonomiques assez importants, qui ont plusieurs origines, qui peuvent être cognitifs ou des problèmes de méthodologie ou de compétences. Il y a un manque d'indicateurs génériques pour caractériser l'état de la biodiversité. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais il y a des concepts qui sont mis en avant, par exemple la résilience ou l'intégrité, qui apparaissent dans les résolutions de la COP15, là, qui sont apparues très récemment, qu'on sait un peu moins bien définir et mesurer. Et puis, des débats un peu sur le fait que la conservation et la caractérisation de la biodiversité peut être un peu fixiste. Je passe sur les habitats prioritaires. Vous allez avoir des ateliers dédiés à ça. En termes de moyens sur ces sujets-là, donc il y a eu des propositions d'essayer de renforcer la formation pour la caractérisation des espèces. Toutes les propositions autour d'essayer de déployer des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies. Donc renforcer les approches de sciences participatives, approches participatives en général. Et puis, les technologies d'acquisition massive qui sont en train vraiment de se développer beaucoup. Donc, tout ce qui est identification automatique, des capteurs de biodiversité, les approches de génomique qui peuvent à la fois aider à identifier des espèces, mais aussi à inférer des variations de taille de population par le passé, etc. Les approches de taxonomie intégrative. Beaucoup de choses sur le fait que des dispositifs existants étaient très importants pour caractériser ces changements de biodiversité, donc notamment le réseau des observatoires au milieu, les zones ateliers. Il y a eu pas mal de représentants de ces structures qui ont insisté sur l'importance de ces structures, le développement d'indicateurs et l'importance aussi de considérer le passé pour comprendre le présent et le futur, où on a eu un atelier là-dessus. Je passe encore sur les habitats, toujours renforcer leur étude. Sur l'aspect mieux intégrer les humains, leur diversité dans la conservation, donc les verrous, ils viennent du fait que l'interdisciplinarité, ça fait longtemps qu'on appelle de nos voeux cette interdisciplinarité, qu'elle se met en place, mais qu'elle ne va pas de soi non plus. Il faut beaucoup de temps pour réussir à construire véritablement des démarches interdisciplinaires, notamment autour de la conservation de la biodiversité.
Et de façon générale, en fait, on est encore au tout début de réussir à intégrer à la fois les disciplines, mais aussi les différents acteurs de la conservation. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intersectorialité, réussir à travailler avec l'ensemble de la société. Et sur le rôle de la recherche, peut-être les verrous sont qu'un certain nombre de chercheurs, et j'en fais partie, sont encore assez peu éduqués à ces questions de posture de la recherche et de responsabilité. Donc, il y a besoin de renforcer un peu la réflexivité de la communauté. Et dernier verrou, ça c'est à discuter. On pense que peut-être il n'y a pas une communauté assez identifiée en sciences de la conservation. Alors, on pourrait dire que c'est l'INE, cette communauté en sciences de la conservation. Mais je pense que tous les membres de l'INE ne se reconnaissent pas comme faisant des projets de recherche sur la conservation de la biodiversité, même si leurs travaux peuvent à terme servir pour des questions de conservation. Donc, en termes de moyens, renforcer l'interdisciplinarité, bien sûr, et il y a eu des appels à développer, par exemple, une anthropologie de la conservation, donc qui va vraiment de l'étude des humains à l'étude de la biodiversité. Comme j'arrive au bout de mon temps, je passe assez rapidement. Des travaux sur les valeurs et quelles conséquences ça a pour les approches qu'on choisit en termes de conservation. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la compensation écologique. Et en termes de moyens, je l'ai déjà dit, pour la place de la recherche dans la conservation, réussir à apprendre à co-construire et notamment à culturer les chercheurs à quelles conséquences ça a de travailler sur des questions plutôt appliquées. Donc les messages clés, Antoine Petit a dit tout à l'heure, c'est pas la peine de dire qu'on a besoin de moyens. En conservation de la biodiversité, c'est vrai que les moyens, il y en a. Ce qui manque peut-être, c'est la pérennité. Parce que suivre sur le long terme, co-construire sur le long terme, ça prend du temps. Et donc, peut-être travailler davantage sur la pérennité. Et en termes de créer cette communauté interdisciplinaire de sciences de la conservation, pourquoi pas aller vers une section ou une CID vraiment spécifiquement sur ces questions-là ou sur plus généralement la question de la préservation de l'environnement. Et j'ai dépassé mon temps, je m'arrête là, merci. Merci beaucoup. J'ai perdu quelque chose, c'est pas grave. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur Internet? Il y en a sur Internet. Alors, j'ai une question de Franck Courchamp, qui n'est pas une question d'ailleurs, mais un commentaire. La question de la reconnaissance des sciences de la conservation se retrouve dans la difficulté des candidats au CNRS à identifier la section la plus adéquate pour ces thématiques. Ça plaide peut-être pour un affichage effectivement plus fort autour de ces questions. Alors, j'en ai d'autres, je ne sais pas si... Oui, vas-y. Je continue. Alors, j'ai une question de Robin Bourgeois. Est-ce que la connaissance de la biodiversité ne demande-t-elle pas de l'appréhender de façon systématiquement transdisciplinaire en intégrant dans la production de connaissances les acteurs non académiques plutôt que de façon interdisciplinaire? Oui, alors c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire, mais effectivement, parmi les propositions pour mieux caractériser les changements de biodiversité, c'est inclus dans la démarche participative, mais il y a l'idée d'impliquer pas uniquement les chercheurs, mais l'ensemble de la société dans la connaissance de cette biodiversité. Et Robin Bourgeois précise qu'il est chercheur au CIRAD. Et ça rejoint aussi un commentaire de Bérangère Lès qui dit pareil, comment renforcer le lien et les partenariats avec les gestionnaires et décideurs. On retrouve là-dessus. Juste pour préciser, il y a quand même 200, je ne sais pas si on l'a dit, il y a beaucoup de monde connecté, 270 personnes qui sont connectées sur le webinaire. Ça, sur renforcer les liens à la fois entre disciplines et avec les différents acteurs, il y a eu plein de propositions autour de il faut travailler sur des objets communs, donc que ce soit des terrains communs, des constructions de scénarios ensemble, c'est revenu très très souvent. J'ai une question, Laurent Memery. Ça me gêne toujours quand je vois préservation de l'environnement, sachant que c'est fini, enfin, l'environnement a changé et va changer.
Donc, mais le problème, c'est que si on accepte que l'environnement a changé, du coup, on se dit, bon, bah, il n'y a plus besoin de faire d'efforts, on va s'adapter. Donc, il y a vraiment un problème conceptuel, mais préservation de l'environnement, c'est gênant, quoi, parce que il est modifié, il va être modifié. Donc, ça veut dire quoi exactement? Oui, alors ça revient effectivement à la remarque qui a été faite sur le fait que la conservation pouvait être fixiste dans ses approches. Et alors, je ne sais jamais lequel est le bon terme entre conservation et préservation. Il y en a un qui est un peu fixiste et l'autre qui est un peu moins. Mais l'idée, évidemment, ce n'est pas de conserver des choses immuables, mais plutôt de conserver les processus qui sont à même de maintenir de la diversité et la capacité de cette diversité à faire face au changement de l'environnement. Et c'est ce qu'il y a un petit peu derrière ces concepts, mais qui reste flou, d'intégrité et de résilience. C'est ça qu'il faut maintenir plutôt que la composition stricte de la biodiversité et de l'environnement plus généralement. Donc Jonathan Roland, merci beaucoup pour la présentation. Moi j'avais une question sans doute un petit peu naïve qui est liée à ma méconnaissance de ce domaine en particulier, mais quand j'ai discuté avec des personnes qui font vraiment de la conservation sur le terrain, c'est souvent sur des projets où voilà, une industrie décide de construire un terrain vague ou quelque chose, enfin une nouvelle infrastructure, et ils font appel à un bureau d'études. Et finalement, ce bureau d'études est le garant de la conservation de cette zone. S'il y a une espèce qui est trouvée, le projet ne se fait pas. Et en fait, à la fois, je me rends compte de l'incroyable fragilité de cette protection, puisque tous ces bureaux d'études sont en fait des structures qui sont indépendantes, qui sont relativement petites. Et du coup, voilà, je me pose la question, et c'est une question très naïve, hein, parce que je ne connais pas très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen en fait de faire quelque chose de plus fort en associant ces différentes structures ensemble et de leur donner des directives plus claires sur ce qu'il faudrait faire et quelle est la formation de leurs étudiants, etc. Ce genre de choses. Je suis bien incapable de répondre à cette question, mais il me semble que c'est une question de recherche encore ouverte de comment est-ce que les organisations humaines interagissent avec la biodiversité et à quelle fin. Et notamment, il y a eu des appels à des programmes de recherche autour des politiques publiques. Comment est-ce qu'elles sont conçues, comment est-ce qu'elles sont mises en œuvre, comment est-ce qu'elles sont efficaces. Et donc, bon, les bureaux d'études, ce n'est pas des politiques publiques, mais c'est quand même des structures qui agissent contraintes par les politiques publiques. Et donc, je pense que c'est en lien avec ces questions-là. Et je ne suis pas sûre qu'à ce stade, on ait une réponse à cette question. C'est vraiment une question ouverte pour la suite. Alors, ça nous fait une superbe transition avec l'intervention de Martine Ossard sur la stratégie nationale de la biodiversité. Oui, je voulais passer, d'ailleurs, 2 informations. La première, c'est... Non, ça marche. La première, c'est que donc, je fais partie du Comité national sur la biodiversité, qu'on est en train, alors difficilement, hein, parce que je suis la seule, on va dire, on est seulement 2 ou 3 scientifiques dans un milieu justement très, très public, très ONG, mais on est en train de produire des indicateurs de la biodiversité et avec je vous dis, des difficultés parfois pour faire comprendre ce que c'est que ces indicateurs. Et donc, il va y avoir une consultation publique donc ces indicateurs vont être publiés en mars et il va y avoir une consultation publique. Donc, ce serait très bien que la communauté scientifique réponde à ces indicateurs et on partage à la fois leurs réflexions. La deuxième petite information, si vous ne le savez pas tous, c'est qu'il y a un PEPR donc, qui va aussi traiter des questions qu'Emmanuel posait sur donc, un PEPR qui s'appelle Solutions fondées sur la nature et biodiversité, qui n'est pas encore lancé, mais ça serait que tardé. Merci beaucoup Martine. Alors je vous propose qu'on avance parce qu'il est l'heure. Et donc la prochaine restitution d'atelier concerne les pollutions et les écosystèmes avec Clémentine Fricht, Aurélie Sébron, Ika Paulpon et Pierre Labadie. C'est à vous, merci beaucoup. Merci, effectivement, Pierre Labadie et moi-même, Clémentine Fricht, vous présentons aujourd'hui les restitutions de notre atelier Pollution et écosystèmes. La pollution physique, chimique, est aujourd'hui l'une des 9 limites planétaires, ces seuils critiques au-delà desquels l'habitabilité de la planète est compromise. Cette pollution concerne les sols, l'eau, l'air, elle est multicontaminante et multicompartiment. De ce fait, cette pollution physique et chimique qui concerne une grande variété de contaminants différents
organiques ou métalliques, expose les organismes à une large variété de contaminations diverses. Et dans le cadre du concept d'exposome, on va tenter de quantifier, caractériser la totalité des expositions auxquelles un individu est soumis durant l'ensemble de son existence. Cet aspect multisystémique des pollutions crée des enjeux de transfert trans-écosystèmes et transfrontières et des interdépendances entre les écosystèmes. La pollution est à l'heure actuelle reconnue comme une menace pour la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes à travers des effets directs, indirects et également des effets en cascade en lien avec les interactions biotiques dans les réseaux écologiques complexes. Cette pollution a également lieu dans le cadre des changements globaux où différents facteurs de stress biotiques, abiotiques peuvent provoquer avec les pollutions chimiques des effets cumulatifs et interactifs, jusqu'à arriver à des points de bascule et provoquer des changements de trajectoire potentiellement des écosystèmes. Il y a des aspects dynamiques à la fois aux échelles spatiales et temporelles, à la fois des contaminations, des expositions des organismes vivants et puis des impacts sur les écosystèmes qui nécessitent d'opérer des transferts d'échelle entre niveaux d'organisation biologique à échelle spatiale ou temporelle qui restent compliqués et difficiles à opérer. Par ailleurs, de nouveaux cadres, comme celui d'une seule santé, One Health, nous rappellent que la santé environnementale, la santé humaine et la santé des animaux, des écosystèmes, sont interdépendantes et appellent à une approche intégrée et systémique des impacts des pollutions. Enfin, l'évaluation du risque environnemental, les démarches, les outils sont actuellement critiqués vis-à-vis de son incapacité à protéger efficacement la biodiversité. Bonjour à tous et toutes. Donc c'est un atelier qui a bénéficié d'une très forte participation. Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. On a essayé de les regrouper du mieux possible. Donc c'est les questions que vous allez voir apparaître en vert. Donc une première question qui a été soulevée, c'est celle de l'exposition des organismes vivants à une multitude de contaminants chimiques, des mélanges très complexes, dans le contexte du changement global. Et on s'est demandé comment caractériser l'exposition et les effets de facteurs de stress multiples. Alors, en premier point, c'est comment améliorer la compréhension de l'exposition et de l'éco-exposome, donc ici qui est réduit à l'exposition interne des organismes, intégrés à l'échelle de leur cycle de vie, en termes de profil de contamination, de niveau, de disponibilité de la contamination et de produits de biotransformation. Comment appréhender également les dynamiques spatio-temporelles de la contamination et des expositions, y compris sur le temps long. Comment comprendre et prédire les effets cocktails. On a des mélanges chimiques notamment qui sont extrêmement complexes. Dernier point ici, comment prendre en compte les interactions entre les effets liés aux contaminants, des effets directs, et ceux des autres facteurs de stress, dans un contexte de multistress qui associe pression chimique, stress abiotique, biotique, et des effets indirects et des effets en cascade. Deuxième point, les conséquences sur les interactions écologiques. Donc, une question qui a été soulevée par un certain nombre de participants, c'est comment appréhender les réseaux d'interaction et prédire les cascades d'événements. Questionnement récurrent également, le rôle du microbiote sur la réponse de l'hôte. Et un point qui là faisait moins consensus, c'était comment développer, comment obtenir une vision holistique et notamment quels taxons considérer dans cette démarche. Il nous a également semblé intéressant de soulever des questions relatives à l'impact des polluants à l'échelle des écosystèmes dans un contexte de crise de la biodiversité qui a déjà été mentionné ce matin. Donc ici, un premier point, c'est comment améliorer notre compréhension des impacts directs des pollutions sur la biodiversité, comment également caractériser les caractéristiques fonctionnelles de ces impacts, donc en termes de fonction et également en termes de services écosystémiques, pardon. Identifier les cascades d'événements à différentes échelles qui peuvent déterminer des changements d'état, éventuellement des ruptures. Et enfin, comment aborder les transferts entre compartiments des écosystèmes et entre écosystèmes. Le dernier point, c'est le dernier type de question, c'est toutes celles qui tournaient autour de l'évaluation des risques environnementaux et sur l'atteinte d'objectifs de protection des écosystèmes, puisque comme ça a été mentionné par Clémentine, finalement cette démarche d'évaluation des risques elle est assez critiquée dans son efficacité. Donc on s'est interrogé sur les perspectives pour améliorer les procédures actuelles. Il me semble important de sortir des évaluations monosubstances
et d'envisager également les expositions chroniques, faible dose, sur le long terme, et également de prendre en compte, comme ça a déjà été dit, les interactions entre stress chimique et autres facteurs de stress. Il me semblait intéressant de souligner la nécessité de revoir la façon dont les seuils réglementaires, de contribuer en tout cas aux démarches qui permettent d'établir les seuils réglementaires, comme les normes de qualité environnementale, et de procéder à un bilan des connaissances acquises sur le devenir des sites contaminés, toujours dans ce contexte d'évaluation du risque, en incluant les processus de vieillissement des pollutions, voire la remobilisation des contaminants. Dernier point ici, l'intégration des impacts sur les fonctions écosystémiques dans cette démarche d'évaluation du risque, donc un élargissement, et également essayer de considérer les implications des contaminations au sein des socio-écosystèmes, donc dépasser le cadre chimie écotox. Donc on a identifié un certain nombre de verrous pour répondre à ces questions, certains sont d'ordre conceptuel, par exemple contribuer à une meilleure définition de l'exposome, on a bien vu que la communauté n'était pas approprié ce concept. Travailler sur les changements d'échelle et également travailler sur la définition des états initiaux et finaux, notamment dans le cadre de contexte d'événements en cascade et voire de rupture. Des verrous expérimentaux qui sont listés ici, l'homogénéisation des approches, la définition des échelles spatiales et temporelles pertinentes, le réalisme écologique des approches mises en œuvre, ça a même fait l'objet d'une contribution directe, les limites pour mesurer sur le terrain in situ un certain nombre de fonctions, et un point qui a déjà été mentionné précédemment, c'est la difficulté à mettre en œuvre une vision réellement holistique qui nous permette de prendre en compte une large variété de groupes fonctionnels, y compris des taxons sous-étudiés, de procéder dans le même temps à une étude des dynamiques spatio-temporelles des différents transferts, y compris à l'échelle transécosystémique. Des freins ont été identifiés. Par exemple, si on prend l'exposition chimique et l'effet cocktail et la dynamique de contamination, si on considère des expositions en laboratoire, il paraît complètement illusoire de pouvoir étudier la réponse du vivant à la multitude de mélanges auxquels qu'on peut envisager finalement. Surtout si l'idée c'est ici de répondre de travailler sur des conditions réelles avec des pics de concentration, des répétitions d'exposition à des doses variées, à des compositions variables. Ça, c'est vraiment un défi majeur. Ce qui a été soulevé, c'est également que très souvent, le nombre d'échantillons analysables est bien inférieur au nombre qui serait nécessaire pour une interprétation robuste des résultats dans ce contexte. Et on a également soulevé le manque de données d'observation en environnement intégré, par exemple, qui associerait chimie et écotoxicologie. Et en manque relatif, et ça a aussi été mentionné dans une des présentations précédentes, manque de banques d'échantillons qui permettent une analyse rétrospective, par exemple des trajectoires de contamination, voire d'effets. En termes de limites, on a nous pointé des limites à l'interdisciplinarité et à la mise en œuvre d'une stratégie holistique. Ça reprend des points qui ont déjà été mentionnés, la dispersion des données, l'éclatement de nos communautés, difficulté de transfert des connaissances et des outils entre acteurs, et pas seulement académiques, et l'intégration de nos démarches dans des perspectives plus larges, socio-écosystémiques. Pour aborder ces questions et lever ces verrous, l'un des premiers moyens à mettre en œuvre, c'est l'amélioration des approches expérimentales et notamment le réalisme écologique de ces expérimentations. Alors, par exemple, à travers des combinaisons d'approches et puis en développant l'appui sur les réseaux et plateformes pour l'expérimentation in situ. Également, les outils existants et les approches les plus récentes doivent être mieux exploités et surtout mieux combinés pour aborder ces questions. Un enjeu important est celui de développer l'observation environnementale en écotoxicologie à travers la structuration d'observations régulières et sur de longues périodes et d'organiser et rationaliser la bancarisation d'échantillons. Cependant, cela implique des soutiens et des moyens en adéquation avec les échelles spatiales et temporelles pertinentes en jeu dans ces aspects d'observation long terme, rétrospective, et puis à l'échelle des écosystèmes et transécosystèmes. La modélisation théorique ou mathématique fait partie des solutions incontournables, mais pour en bénéficier pleinement, il faudrait qu'une co-construction entre expérimentateurs, développeurs et utilisateurs soit renforcée. Il faudrait également que la communauté puisse s'approprier les concepts les plus récents et les outils. Renforcer le partage de données et en particulier leur visibilité et leur interopérabilité à la fois entre les instituts de recherche mais également avec les différentes agences ou offices nationaux
est un enjeu majeur qui représente des moyens et un soutien humain important face à cette tâche de grande ampleur. Et pour développer la transdisciplinarité, nous avons identifié que les interactions entre les structures existantes et les communautés de chercheurs devaient être déployées plus largement, notamment en développant des outils de rencontre et d'échange qui puissent permettre une synergie entre les multiples acteurs nationaux qui s'intéressent à la problématique des pollutions au sens large. Il émerge également qu'il faut fédérer les sciences de l'environnement et les sciences humaines et sociales pour une évolution, une amélioration de l'évaluation du risque environnemental, de manière à mieux intégrer le concept de socio-écosystème. Et enfin, les aspects de transfert technologique et scientifique, des outils, des méthodes, des tests à normaliser qui sont développés dans les laboratoires de recherche, fait émerger de nouveaux besoins et de nouveaux métiers pour faire un transfert efficient aussi bien aux gestionnaires, aux décideurs, aux régulateurs et aux différents acteurs de la société publique. En conclusion, la problématique pollution-écosystème est résolument interdisciplinaire. Elle concerne des domaines de recherche et des enjeux qui dépassent le champ seul de l'écotoxicologie. Nos efforts devront porter sur le développement des concepts d'éco-exposome et de méta-écotoxicologie, et sur l'étude des effets conjoints, disjoints et interactifs des facteurs de stress multiples. Il faudra également mieux étudier les réseaux d'interaction écologique et surtout mieux intégrer chimie environnementale, écotoxicologie et biologie de la conservation pour améliorer nos connaissances, améliorer la compréhension et la prédiction des effets toxiques directs infra-individuels, aux effets indirects et aux effets en cascade sur les dynamiques de population et les fonctions écosystémiques. Pour faire évoluer les outils et les paradigmes de l'évaluation du risque environnemental, une synergie avec les sciences humaines et sociales apparaît un levier essentiel. Et il faudra s'attacher à opérer les changements d'échelle de la cellule aux communautés et de l'écosystème au méta-écosystème. Pour ce faire, il sera nécessaire de décloisonner acteurs et secteurs, favoriser les échanges, promouvoir l'inter- et la transdisciplinarité, par exemple à travers une mise en commun des données encore plus efficace que ce qui est fait actuellement, et à travers le développement de la bancarisation et de l'observation régulière et pérenne. Je vous remercie de votre attention. Clémentine et Pierre, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur Internet? Sûrement. Oui, Philippe. Philippe Jard, vous avez parlé de polluants sans être très spécifique. Là. Je sors d'un petit workshop sur les pollutions plastiques qui m'ont... bon, je ne vais pas dire l'expression que je voulais dire, mais ça m'a vraiment choqué. Enfin, je pense que c'est vraiment sous-évalué. Donc, est-ce que vous avez... Enfin, est-ce qu'il y a des stratégies ou des choses qu'il faudrait pousser parce qu'il y a des pollutions qui paraissent plus ou moins critiques? La bonne nouvelle de ce matin, c'est que les néonicotinoïdes ne seront pas réimplémentés l'année prochaine sur les betteraves du Nord. Peut-être. C'est effectivement une démarche dans laquelle on ne s'est pas lancé dans l'atelier parce qu'on a préféré privilégier des outils ou des moyens plus transversaux. Honnêtement, à mon avis, ça n'est que le mien, ça reste difficile de pouvoir prioriser à l'heure actuelle quelle classe de contaminants, quel type de pollution doit être étudié en priorité. Parce qu'effectivement, ce qui émerge sur les problématiques, sur les plastiques est très inquiétant et nous montre qu'il y a un besoin fondamental de connaissances pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne et les cycles globaux. Dans le même temps, si on regarde la littérature en biologie de la conservation et sur l'agriculture, c'est les pesticides actuellement utilisés qui sont un problème majeur. Et honnêtement, je pense que sur une grande variété d'écosystèmes et d'actions et sur une grande variété de polluants, on manque de connaissances pour pouvoir réellement faire une priorisation. Donc on ne s'est pas lancé dans cet exercice pour les prospectives. Oui, juste pour compléter, en fait, là, on est censé refléter, enfin, notre intervention et le texte qu'on a produit est censé refléter les échanges. Et finalement, les participants à l'atelier ne sont pas saisis de la question de la priorisation. Beaucoup sont arrivés avec des objets d'études,
plastique, microplastique, nanoplastique, pesticides, produits de soins corporels, contaminants historiques, contaminants d'intérêt émergents. Il n'y a pas eu de question vraiment autour de la priorisation et des démarches et de comment nous on pourrait contribuer à la priorisation. Donc finalement on a choisi de faire quelque chose d'assez général autour des questions traitées et pas autour des objets. Ça remet les cocktails au cœur du débat quand même, hein. Oui. Thomas Servet, Evo Ecopaléo, Lille. On a vu à travers les différents exposés qu'il y a une discussion qu'il y a améliorée avec les SHS et avec l'INSU, mais au moins il y a une discussion. Est-ce qu'il y a une discussion, je ne vois pas ça ici, avec les purs chimistes? Est-ce qu'il y a des chimistes qui sont venus à l'atelier? Est-ce qu'il y a des unités de chimie qui sont impliquées dans les 70 que vous mentionnez? Alors je suis chimiste, je ne l'ai pas dit en introduction. Mais je suis chimiste de l'environnement. Je travaille dans une unité INSU à Bordeaux, qui a aussi l'INC comme tutelle secondaire. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu des gens de l'INC, des purs chimistes, je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, au moment de l'atelier. Par contre, on avait un certain nombre de chimistes de l'environnement. Voilà, des gens qui ont l'habitude de travailler à la frontière avec l'écotox, l'écologie, etc. Donc oui, la communauté des chimistes, évidemment, s'intéresse à ces questions-là. Donc une communauté très pluridisciplinaire impliquée dans ces prospectives. Emmanuel Porcher, CESCO, Muséum d'histoire naturelle. Une question qu'on a discutée aussi dans l'atelier érosion de la biodiversité, c'est à quel point les capacités du monde de la recherche à produire des connaissances sont disproportionnées par rapport à la vitesse à laquelle il y a des nouvelles molécules qui sortent. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez discuté, quelles sont les solutions face à ça. Donc, notamment, vous avez parlé d'arrêter l'évaluation monosubstance, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été proposées? Alors effectivement, par rapport à la multitude de contaminants et de nouvelles molécules, effectivement, oui, à l'heure actuelle, il est reconnu que la dynamique de production et d'émission de nouvelles molécules dépasse clairement nos capacités d'évaluation et surtout nos capacités de surveillance. Ce qu'on a évoqué, alors pour sortir du monosubstance et passer à de l'évaluation de cocktails, les outils de modélisation ont beaucoup été évoqués, avec des couplages entre des modèles de toxicocinétique, toxicodynamique et des modèles plutôt spatialement explicites sur les dynamiques de population. Et puis vraiment le développement conceptuel de ce qui pourrait être l'éco-exposome. Merci beaucoup. On va passer à quelques questions sur Internet. Oui, j'en ai deux. Alors, il y a Christophe Grunot qui demande « Ne serait-il pas intéressant d'ajouter également l'impact des polluants sur la capacité des organismes à micro-évoluer, par exemple face au réchauffement climatique ?» Alors, effectivement, c'est un point que nous n'avons pas détaillé dans la présentation orale, mais qui est détaillé dans le document écrit. Voilà, le fait que les pollutions peuvent représenter une force de sélection, une pression de micro-évolution, avec peut-être l'émergence d'une biodiversité originale, qui peut même avoir des intérêts en biorémédiation, par exemple, et aussi une dépression de sélection, peut-être vers des micro-organismes qui, cette fois, seraient des pathogènes, ou en tout cas des modifications dans les communautés de micro-organismes qui pourraient provoquer l'émergence de nouvelles maladies. Donc oui, c'est un champ de recherche très important qu'on n'a pas détaillé malheureusement pendant l'oral. J'ai le temps d'une autre. Alors, Véronique Mazzotti qui dit « Il pourrait être utile d'ajouter précocement une dimension socio afin de prédéfinir l'acceptabilité d'éventuelles actions de protection, de détoxification, parce que le grand public rejette trop souvent les lois et les mesures. » De la même manière, nous l'avons développé dans le document écrit. Effectivement, oui. Et ça fait complètement écho aux démarches d'éco-conception, où vraiment l'idée va être de placer l'évaluation des risques sur l'ensemble du cycle de vie dès le démarrage de la production, de la réflexion sur le développement d'un nouveau composé. Et ça a été évoqué vis-à-vis des paradigmes de l'évaluation du risque, par exemple. Qu'est-ce que le risque? Et là, il y a une définition, enfin, il y a
un problème de définition entre la communauté des toxicologues, qui va plutôt définir le danger, en fin de compte, et vraiment, qu'est-ce qui est un risque acceptable socialement, et comment collectivement, on accepte ou non un risque. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Alors, le prochain atelier concerne les migrations humaines, oula, ça marche plus, et les impacts sur l'environnement non humain, avec 3 animateurs, Paul Verdu, Marjane Machcourt et Myriam Valero. Et c'est Paul qui prend la parole. Ouais, là, c'est bon. Bonjour, donc je suis Paul Verdu. Donc effectivement, je vais parler au nom de tout le monde dans l'animation de cet atelier, notamment Marjane Machcourt et Myriam Valero. Donc on s'est intéressé aux migrations humaines et à leurs impacts sur l'environnement non humain. Alors, la migration est une force fondamentale de l'environnement, de l'évolution, pardon, de toutes les espèces, aussi bien de leur évolution biologique que de l'évolution des écosystèmes. Et chez les espèces qui font de la culture, qu'on peut définir au sens large comme l'ensemble des comportements qui sont transmis d'une génération à la suivante par des voies non génétiques, et bien chez l'ensemble de ces espèces qui font de la culture, la migration est un processus qui entraîne des changements, diversification et diffusion de ces pratiques culturelles. Alors dans ce contexte, la migration ou les migrations font l'objet d'études de nombreuses recherches au sein de l'INE, mais également avec d'autres instituts, et mobilisent un grand nombre de disciplines allant de la paléontologie ou les bioarchéologies à l'histoire, à la dynamique des populations, la génétique des populations, en passant par des SHS purs comme les ethnologies, linguistiques ou l'anthropologie culturelle. Donc ces études en fait s'intéressent à, comme l'a révélé l'atelier, à de nombreuses facettes de ces migrations et s'intéressent à de nombreuses échelles différentes. On va travailler sur des migrations à des échelles extrêmement locales dans des populations à l'intérieur d'une même espèce, à des études qui vont s'intéresser aux migrations sur du temps long, du temps même parfois très long, et à des échelles géographiques globales. Donc ces études, dans tous les cas, même si elles déploient des outils disciplinaires, on n'a pas trouvé d'exemple où en fait c'était monodisciplinaire. À chaque fois qu'on étudie les migrations, on se retrouve dans un contexte où on va mobiliser plusieurs disciplines de manière pluridisciplinaire la plupart du temps, mais aussi souvent de manière véritablement interdisciplinaire. Et pourquoi ? Parce que pour étudier ces migrations, en fait, on a besoin d'étudier de nombreux types de données différentes avec des méthodes variées. Et c'est dans l'interaction de ces différentes études de différents types de données que naissent les connaissances sur les migrations. Donc ce qu'on a pu apprendre, c'est que toutes les espèces vivantes ont migré ou migrent encore à différentes échelles de temps et d'espace, mais surtout elles ne le font jamais seules. Les espèces migrent toujours avec d'autres espèces co-migrantes de façon volontaire. Elles font déplacer des espèces, voire même elles se déplacent sur des espèces, donc d'autres espèces comme vecteurs de la migration. Enfin, on peut penser aux animaux dont on sert pour la mobilité, en tout cas chez l'homme. Elles vont également s'accompagner, ces migrations, entre différentes espèces potentiellement de manière fortuite, mais également de manière systématique, mais pas intentionnelle. Donc on fait migrer d'autres choses, et ça va jusqu'à faire migrer des microbiomes entiers, voire même des méta-environnements. Vous déplacez une plante avec le sol qui va avec, vous déplacez des environnements complets dans ce processus de migration. Donc il y a toujours des migrations d'autres espèces, et c'est valable pour toutes les espèces d'ailleurs, d'espèces symbiotiques, d'espèces parasitaires, ou d'espèces commensales, par exemple. En outre, pour ce qui est de l'espèce humaine, en tout cas, les migrations humaines s'accompagnent souvent, même toujours, de transferts culturels et de référentiels socio-écologiques. Donc on se déplace avec ces façons de voir le monde, d'être au monde, et ce qui implique également tous les rapports homme-nature avec lesquels les hommes se déplacent.
Et ça peut avoir, comme ça a été montré dans plusieurs exposés dans l'atelier, une profonde influence sur les environnements et la biodiversité préexistante. L'importation de nouvelles façons de concevoir le monde peut avoir une influence radicale sur les écosystèmes et la biodiversité qui préexistaient, où les façons de voir le monde étaient différentes avant. Donc comprendre les migrations et comigrations passées, ça permet également de prédire et anticiper les migrations futures et leurs conséquences évolutives, écologiques et culturelles. Donc les questions futures de ces pluridisciplinarités en fait émerge toujours un questionnement disciplinaire. En fait, chacune des études des migrations aboutit quasiment toujours à un questionnement des approches disciplinaires fait par ces différentes études, et ce qui fait émerger de nouvelles disciplines, voire même autour de nouveaux objets. Et donc l'une des questions qu'on a trouvées qui réunissait absolument tout le monde dans l'atelier, c'est que la prochaine frontière, c'est sûrement l'étude des causes des migrations. On s'intéresse beaucoup au processus, à comment est-ce qu'on migre, qui est-ce qui migre, enfin nous ou d'autres espèces. En revanche, la question des causes des migrations est souvent invoquée pour des histoires de contexte, ou alors ce sont des hypothèses qui sont émises, mais pour lesquelles on n'a pas les outils pour les tester formellement. Donc ça peut être des causes comportementales, individuelles ou de groupe, mais également des contraintes environnementales, des changements environnementaux à des échelles de temps plus ou moins longues, des changements plus ou moins radicaux, dont on émet l'hypothèse qu'ils génèrent la migration des espèces et des individus. En revanche, on n'a pas les moyens de vraiment tester formellement ces hypothèses et leurs interactions. On peut également parler de contextes, en tout cas chez l'homme, de type guerre, qui peuvent être le produit de changements environnementaux, de famine eux-mêmes. Donc il y a également des interactions possibles entre les causes qui expliquent les migrations. Et donc, c'est un objet, il va falloir définir de nouveaux outils, de nouveaux modèles, voire même construire de nouvelles données pour essayer de formellement tester l'influence des différentes causes possibles de ces migrations. On s'est également dit qu'il y avait des soucis sur l'étude des comigrations. Donc, je vous ai dit qu'on constate tous qu'on ne migre pas tout seul. En revanche, les migrations elles-mêmes sont souvent étudiées pour une seule espèce ou un seul objet d'étude. Et on va juxtaposer ces comigrations pour parler de la richesse des migrations, comme entre les vecteurs et les pathogènes. Le vecteur de ces pathogènes, on va étudier le pathogène d'une part, le vecteur du pathogène d'autre part, du point de vue de leur migration, et dire ah bah oui, vous voyez, ça comigre. Donc l'enjeu, il va vraiment être de pouvoir intégrer ces différents processus de migration entre différentes espèces dans le futur, donc qui permettrait de travailler sur des données différentes et des processus différents, des échelles de temps différentes. Et enfin, l'enjeu, il est dans les modèles prédictifs, ou du moins les questions de prédiction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prédire l'évolution biologique et culturelle, ou voire même l'évolution d'écosystèmes entiers, sous l'influence de migration de nouvelles espèces. Donc pour ça, il va falloir construire de nouvelles méthodes et faire émerger de nouvelles disciplines. Alors les verrous, la difficulté principale réside dans justement cette interdisciplinarité et ces différences de façon de faire de la recherche, et notamment du temps qui est nécessaire aux différentes pratiques de recherche dans ces différentes disciplines. Et ça s'exprime notamment dans les difficultés de mener des études comparatives sur différents environnements, différents phylums, voire même entre des pratiques culturelles différentes chez des populations différentes au sein d'un même environnement, puisque ces différentes disciplines n'agissent pas sur le même temps. Donc ça a évidemment des conséquences sur les approches interdisciplinaires, mais il va également falloir mobiliser beaucoup de disciplines, notamment pour construire des nouvelles approches prédictives, où il va falloir mobiliser aussi bien des sciences de la vie, ou les mathématiques et l'informatique, que des sciences humaines et sociales, de façon à pouvoir gérer des jeux de données extrêmement différents, du qualitatif au quantitatif. Les terrains communs sont un verrou. On a tous constaté qu'ils étaient extrêmement riches dans la co-construction des connaissances, des nouveaux objets, l'étude des migrations. Pourtant, ils sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre entre les différentes disciplines, d'une part pour les questions de comment est-ce qu'on fait de la recherche et les questions de temporalité, mais également pour des questions pratiques, comme on le verra ensuite. L'interdisciplinarité en action, effectivement, c'est des questions qui ont été évoquées dans les précédentes présentations également, mais la question de comment combiner les connaissances scientifiques avec des savoir-faire anciens de façon à répondre, ou du moins d'adresser un certain nombre de problématiques sociétales actuelles, a été soulevée par de nombreux contributeurs. Et enfin, les questions de sens en société, avec la valorisation des études sur les migrations,
aussi bien, enfin, qui nécessitent un effort de médiation extrêmement complexe auprès des grands publics et des décideurs. Et notamment sur une question sémantique, en fait, dans les migrations, on utilise énormément de termes qui sont déjà une source de difficulté dans l'interdisciplinarité. Il faut effectivement, ça a été évoqué, soulever ces problèmes sémantiques entre disciplines, mais c'est aussi vrai avec le grand public. Quand vous parlez de migration, vous parlez d'invasion, de colonisation, de diffusion, d'hybridation, de métissage, qui sont des mots du grand public, et pour lesquels les scientifiques des différentes disciplines ont énormément de difficultés à faire comprendre leur prisme auprès des décideurs et du grand public, avec des contextes souvent extrêmement complexes, comme on en est tous au courant aujourd'hui, aussi bien d'un point de vue biodiversité que d'un point de vue sociétal. Donc les moyens, eh bien oui, nous aussi, il nous faut des moyens récurrents, justement pour répondre à ces différences de temporalité dans le travail et pouvoir initier différentes temporalités dans le travail sur les migrations, où encore une fois, c'est complètement constitutif de toutes les études sur les migrations qu'on a pu voir au cours de cet atelier. Les différences de données auxquelles on a accès nécessitent aussi de faciliter les accès à des plateformes de production de données. Alors, je pense aux données ohmiques ou aux données isotopiques, mais également des moyens computationnels pour gérer ces modèles complexes. Les terrains, voilà, on a beaucoup de propositions qui sont amenées en disant ce serait quand même bien de pouvoir construire dès le départ des terrains prospectifs interdisciplinaires et d'avoir des moyens dédiés à ça. Et donc également la possibilité d'avoir des appels à projets, de financement intermédiaire, qui comprennent également des ressources humaines et notamment des thèses, par exemple, dont la durée pourrait être plus longue, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une ANR ou d'une IRC qui de toute façon sera dans un temps limité. Il faut ainsi également alléger les outils de coopération et de partenariat international qui sont des gros verrous pour ces collaborations. Également, ce qui permettrait de questionner nos pratiques de recherche du point de vue de la transition écologique. Donc, encore une fois, sur les terrains, un d'autres aspects pour ancrer cette interdisciplinarité dès le départ, c'est de valoriser des chantiers écoles, typiquement, ou des projets de terrain au moment même de la formation des étudiants, voire même avant la thèse. Et puis enfin, quelque chose qui pourrait être audacieux, c'est de promouvoir des postes disciplinaires, mais dans d'autres contextes disciplinaires, dans les laboratoires. Vous pourriez par exemple décider de favoriser l'embauche de chercheurs en histoire dans des laboratoires de bioarchéologie, par exemple. C'est courageux et c'est audacieux, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient motivés pour relever le challenge. Donc en message clé, l'histoire des migrations a montré l'enjeu majeur qu'elle représente dans le remodelage permanent de la biodiversité, des cultures et des sociétés. L'étude des migrations permet de mesurer les impacts anthropiques au cours du temps et dans l'espace et les réponses sociétales et environnementales à ces phénomènes. Et comme les migrations des espèces ne se font jamais seules, il est absolument nécessaire de prendre en compte les interactions entre espèces dans leur complexité pour comprendre les changements évolutifs, écologiques et culturels majeurs induits par tous les événements de migration. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Paul. Alors, des questions? Bruno. Oui, merci, Paul. J'aimerais que tu développes un petit peu plus ce que tu pourrais attendre de l'arrivée de collègues qui seraient des historiens dans des laboratoires. Parce que, juste mon exemple, l'environnement à Bordeaux, on a une jeune collègue philosophe qui est arrivée à PACEA. Et c'est pas si facile que cela, malgré tout, pour des scientifiques qui font de la paléogénétique, etc., d'accepter cette arrivée. Donc, j'aimerais bien que tu développes ça. C'est effectivement pas facile. L'interdisciplinarité, par définition, c'est pas facile. Ce qu'on peut en attendre, c'est déjà une interaction justement sur les questions épistémologiques, en fait, de compréhension de l'autre discipline, du langage qui est utilisé. Les interactions quotidiennes sont pratiques. Enfin, moi qui suis dans un laboratoire où il y a des ethnologues durs et étant généticien des POP, ces interactions dans le dialogue quotidien, sur la sémantique, sur les mots qui sont utilisés, les perspectives, sont extrêmement riches en fait. Une interdisciplinarité peut difficilement se construire juste en lisant, en fait. Donc il y a une interaction quotidienne de ce point de vue-là et la construction de nouveaux objets, communs. Y compris ancrés sur des terrains. Alors à partir de là, c'est le même challenge que pour toute interdisciplinarité en fait. Oui, ça prend du temps. Il faut accepter que ça prenne du temps. Et c'est là qu'il peut avoir l'intérêt d'avoir vraiment un chercheur en poste en dehors de ces zones de confort, parce que il faut laisser le temps au temps pour tout ça.
les collaborations qu'on peut faire à l'extérieur sont également très bénéfiques, mais avoir ces postes audacieux, comme on essaie de le dire, permettrait d'accroître, de stimuler tout ça. En revanche, on est d'accord qu'il y a un souci aussi pour les carrières de ces gens qui sont complètement en dehors de leur communauté, d'où la question de l'audace, encore une fois. Est-ce que ça va aussi sur les questions d'évaluation des carrières, etc. Emmanuel Porcher, CESCO. Je poursuis sur ce sujet-là. En fait, dans notre laboratoire, on a cette question-là parce qu'on a des gens qui sont issus des sciences sociales qui sont dans un laboratoire avec majoritairement des écologues et c'est vraiment super pour l'interdisciplinarité. Mais ça fait des personnes qui parfois peuvent se sentir un peu isolées disciplinairement. Et une solution qui est peut-être pas mal, c'est une double affectation. Des gens qui sont dans les labos avec d'autres disciplines, mais qui peuvent de temps en temps se replier sur leur base disciplinaire en allant dans un autre labo recevoir des retours de leurs collègues dans la discipline. Merci. Donc on n'a pas encore transmis le texte, mais on va rajouter ça. Oui, j'ai une question de Gérard Touzeau du Lémar. Qu'entendez-vous par alléger les outils de coopération et de partenariat à l'international? Idée de chantiers transnationaux? Alors, il y a eu beaucoup d'interventions là-dessus, effectivement, sur des terrains à l'étranger, mais bon, on a des difficultés aussi en France, hein, donc je ne veux pas parler que des chantiers internationaux. C'est souvent pas facile d'aller voir des collègues. C'est souvent pas facile d'aller voir des collègues juste pour aller voir des collègues, en fait, à l'étranger. Il y a beaucoup de difficultés pour des questions qui nous échappent, hein, des questions diplomatiques, surtout dans les zones de conflit ou avec des régimes autoritaires un peu compliqués, qui facilitent pas vraiment, y compris de notre côté, les initiatives de partir à la rencontre des autres ou de stimuler les collaborations. Donc il y a sûrement des aspects administratifs qu'on doit pouvoir alléger, avec des procédures qui ont eu tendance à s'alourdir, probablement pour de bonnes raisons, mais qui ne sont pas faciles à gérer. Je pense notamment aux fonctionnaires sécurité et défense, qui a un rôle éminemment important, on est d'accord, mais les procédures sont de plus en plus obscures. On ne comprend pas pourquoi on se fait rejeter nos demandes, et les chercheurs parlent souvent d'une certaine déconnexion par rapport à leurs pratiques quotidiennes. Il faudrait peut-être remettre un peu d'huile dans ces rouages-là. D'autres questions sur Internet, Patricia? Dans la salle? Eh bien, écoutez, merci beaucoup, c'est parfait. Merci. Alors maintenant, on va sauter sur un autre sujet, l'agroécologie, l'alimentation et l'environnement. Un atelier qui a été co-animé par Julien Blanc, Samuel Rebulard et Johan Van Baren. En théorie, oui. Bonjour à tous et merci. Donc, nous allons parler à deux voix, Samuel et moi-même. Donc, je commence. Pour l'agroécologie, elle a été définie en tant qu'un changement de paradigme de l'agriculture intensive visant à mettre en exergue les services écosystémiques fournis par la biodiversité en milieu agricole et donc en particulier, par exemple, la pollinisation ou la régulation des insectes ravageurs ou la fertilité des sols et aussi les objectifs socio-économiques. Donc, les prospectives de 2017 avaient mis un focus sur le lien entre écologie et évolution et finalement comment toute cette biodiversité en milieu agricole fonctionnait avec tous les liens avec les réseaux trophiques. Nous avons voulu aborder ce thème-là un petit peu différemment, l'élargissant en allant de l'agroécologie à l'alimentation. Et c'est pourquoi nous avons finalement eu 80 personnes à notre atelier et il a été divisé en 3 sous-ateliers parce qu'il était finalement très très large. Donc un premier sur l'agroécologie et environnement, un second sur le microbiote et un troisième sur les nouveaux aliments. Nous allons donc les aborder tous les 3 successivement. Pour l'agroécologie, une des hypothèses principales est que l'augmentation de la biodiversité végétale
dans un environnement agricole va permettre de favoriser toute la biodiversité animale et en particulier celle qui va donner les services écosystémiques et donc de ce fait-là augmenter la production ou permettre une production dans un environnement environnemental plus durable. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait enrichir la biodiversité végétale, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, en particulier par rapport aux différents types d'enrichissements végétaux possibles, que ce soit les haies, les bandes fleuries ou les cultures mixtes, qui peuvent se faire à l'intérieur de la parcelle, à l'extérieur de la parcelle, à l'échelle du paysage ou à différentes échelles temporelles si on prend en compte les rotations des cultures. Et que globalement, cette biodiversité végétale l'augmentation de cette biodiversité végétale avait des résultats plutôt positifs, mais en fait aussi variables, avec parfois des résultats neutres, voire quelquefois des résultats négatifs en termes de services écosystémiques, avec la pullulation d'insectes ravageurs, et pas forcément d'explication sur cette variabilité. D'où le fait d'étudier de façon approfondie les interactions entre espèces. Il y a aussi l'apparition de découvertes sur les faits qu'il existe des interactions entre services écosystémiques, comme par exemple la pollinisation ou la gestion des insectes ravageurs, et interactions qui peuvent aller soit en synergie, soit en antagonisme. Donc les questions futures portent d'abord sur poursuivre ces travaux de la compréhension des mécanismes avec des analyses comparatives des différents types d'enrichissement dans différents contextes pédoclimatiques et paysagers, et l'étude des synergies et antagonismes entre ces services écosystémiques. Et du point de vue socio-économique, l'étude du partage des risques liés au changement vers la transition écologique sur le plan social. Parce qu'en effet, ces risques sont pris par les agriculteurs, alors que finalement, le bénéfice se situe plutôt au niveau de la communauté. Donc, les verrous pour atteindre ces objectifs sont le besoin de développer des méthodes d'analyse performantes à des échelles spatiales et temporelles très larges, avec la nécessaire intégration de l'impact des changements climatiques, car ils vont affecter notre futur agricole. Et pour l'instant, ce n'est pas encore forcément pris en compte dans l'aspect des prédictifs. L'échelle des prises de décision, parce que c'est l'agriculteur au niveau de son exploitation qui va prendre les décisions de semer telle ou telle chose, de faire tel ou tel couvert, mais c'est la collectivité qui émet des lois sur ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire, et donc il y a quelque chose de disjoncté entre ces deux échelles de décision. Et enfin, donc, la nécessité de modifier des règles socio-économiques par rapport à l'acceptabilité de ces pratiques pour les agriculteurs. Concernant les moyens, donc toutes ces nouvelles méthodes peuvent bénéficier des outils déjà existants à l'INE. Il serait nécessaire d'étudier les systèmes sur des gradients climatiques assez larges, ce qui nécessite des besoins de collaboration internationale qui sont offerts par les réseaux type IRP, IRN, ce qui nous permet d'étudier les mêmes systèmes dans un contexte spatial très large avec différents climats. Et au niveau français aussi, les réseaux des zones ateliers ou des observatoires. Donc tout ça, ce sont des outils extrêmement utiles développés par l'INE pour ces questions de recherche, ce qui permettra de créer des nouveaux indicateurs multitaxons, multiservices. Là aussi, comme dans beaucoup d'autres ateliers, la nécessité de développer l'interdisciplinarité, mais aussi les sciences participatives, car il y a besoin d'obtenir un grand nombre de données. Et cette approche de sciences participatives, qui est aussi interdisciplinaire, est extrêmement importante dans ce domaine. Et enfin, le développement d'assurances pour aider les agriculteurs aux transitions écologiques. Bien, pardon, bonjour à toutes et à tous, est apparu effectivement dans les contributions également un certain nombre de questions qui touchaient au microbiote. Alors la première difficulté, elle tient à leur diversité évidemment des
des macro-organismes auxquels ils sont associés, macro-organismes notamment agronomiques, puisque c'était la thématique de l'atelier, la diversité des méso- et micro-environnements dans lesquels ils se développent au sein de ces macro-organismes, et puis diversité également des conditions environnementales qui vont faire évoluer les communautés qui composent ces microbiotes. Donc globalement, même s'il y a eu un très fort développement ces dernières années des travaux sur les microbiotes, ils sont encore très mal connus et surtout fonctionnellement. C'est-à-dire qu'on a des études de métagénomique, de métatranscriptomique, mais globalement, on a une difficulté à avoir des caractérisations fonctionnelles dans la diversité et surtout in situ dans les contextes agronomiques des fonctions de ces microbiotes. Et il y a un développement évidemment de la notion d'une vision plus holistique des microbiotes et de leurs interactions avec le développement du concept d'holobionte. L'importance des microbiotes à la fois dans la santé des macro-organismes et dans les performances agronomiques est aujourd'hui avérée, et c'est ce qui explique qu'il y a une très forte demande et beaucoup d'innovation du côté industriel pour faire des propositions de probiotiques notamment. Donc les questions qui sont soulevées, elles découlent de ça. D'abord, il y a cette question de la caractérisation fonctionnelle des microbiotes aux différentes échelles et de s'appuyer davantage sur les méthodes de l'écologie et les connaissances de l'écologie des communautés. Il y a l'accompagnement de tout ce qui va toucher à l'ingénierie écologique des microbiotes, où en fait on voit qu'on suit plutôt les innovations des industriels sur ces questions-là, plutôt que de les accompagner réellement. Et il y a évidemment l'évaluation et la surveillance des conséquences fonctionnelles et environnementales des modifications de ces microbiotes. Bien évidemment, il y a des liens avec les questions de santé humaine et plus généralement d'intégration avec le concept One Health et la dynamique de ces microbiotes. Alors les verrous, ils tiennent d'abord au grand manque de connaissances et aux difficultés méthodologiques d'étudier des microbiotes qui sont extrêmement divers et extrêmement complexes, où en fait on va avoir une approche qui va avoir tendance à limiter finalement la diversité spécifique des études, alors qu'il faudra avoir une approche globale et tenir compte des variations d'abondance relative des différentes espèces et donc de la modification des communautés. Il y a des difficultés de changer d'échelle fonctionnelle et puis assez peu de connaissances sur les risques associés sur le fait de modifier volontairement ou non des microbiotes existants dans les contextes agronomiques. Donc les moyens, c'est une évaluation des risques environnementaux et sanitaires et les modifications anthropiques directes et indirectes des microbiotes. Donc c'est vraiment cette idée que en fait en modifiant les microbiotes, eh bien on peut avoir des effets soit nuls, soit temporaires, soit long terme, et pouvoir l'évaluer a priori, ce serait nécessaire. Passer des observations, bien sûr, en milieu contrôlé avec des facteurs biotiques ou abiotiques qui vont être extrêmement contrôlés, des microbiotes qui vont être peu divers, et puis passer à développer évidemment l'interdisciplinarité, ça a été évoqué plein de fois. Dernier sous-atelier qu'on a traité, c'était les nouveaux aliments. Donc sur les nouveaux aliments, il y a une question de définition autour des nouveaux aliments. Parce qu'un aliment qui est aujourd'hui nous paraît nouveau peut avoir été consommé à une autre époque ou à un autre endroit. Toutefois, il y a pas mal de nouveaux aliments qui ont été abordés dans l'atelier, donc les viandes de synthèse, la spiruline, les produits à base d'insectes principalement, mais aussi le développement de cultures de nouvelles plantes du fait des changements de conditions climatiques. Donc pour faire vite sur la partie production, ce qui a émergé, c'est surtout que les questions sur les nouvelles productions sont finalement les mêmes que celles sur les productions qui existent, c'est-à-dire des problèmes d'homogénéité, par exemple dans les élevages d'insectes, dans les élevages aquacoles,
des problèmes de pollution par des effluents d'élevage, des problèmes de sélection de résistance par l'utilisation de produits vétérinaires, notamment antibiotiques. Et donc, en fait, on va retrouver sur les nouvelles productions les thématiques qu'on connaît sur les productions existantes. Et puis, il y a beaucoup de liens avec les SHS sur la question, la question des consommations de ces aliments et les changements que ça peut induire aussi bien sur le plan nutritionnel qu'agronomique. Donc, les verrous, c'est on manque en gros de travaux sur l'histoire de ces aliments et les contextes dans lesquels ils ont pu être utilisés avant, sur les conséquences que ça peut avoir aussi bien pour les humains qui consommeraient ces nouveaux éléments, mais aussi les conséquences environnementales. Et puis, on a une montée en puissance industrielle qui est très difficile à suivre et pour lesquelles il y a des gros besoins de recherche. Donc, les moyens, ce serait d'abord d'identifier l'alimentation comme un objet de recherche à l'INE qui permettrait d'agréger finalement différentes disciplines. Et puis, il y a globalement besoin, encore une fois, d'interdisciplinarité, puisque l'alimentation est par définition un objet éminemment pluridisciplinaire. Je passe sur les messages clés, puisque mon temps est écoulé, mais globalement, on retrouve les grandes idées que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions? J'en ai une dans le chat de Cédric Gaucherel. Avez-vous discuté des méthodes de modélisation, par exemple, bien appropriées à l'intégration dans un même bouquet les services écosystémiques? Je ne pense pas qu'on ait discuté de modélisation dans l'atelier, en tout cas pas dans le premier, non. Je n'ai même pas compris la fin de la question. C'est la modélisation pour évaluer les systèmes agroécologiques, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ça a été évoqué un peu sur les microbiotes, la question de la modélisation et notamment de ses limites. C'est-à-dire que c'est l'un des soucis, c'est de passer finalement des modèles et à toute la diversité environnementale que vont constituer les contextes agronomiques. Et donc, en fait, oui, ça a été évoqué, mais plutôt comme une difficulté de bien représenter le réel. On en parle quand même dans la nécessité de créer des nouveaux indices multifactoriels, enfin d'avoir des analyses sur des larges échelles spatiales et temporelles, et dans l'aspect changement climatique avec un aspect prédictif. Donc, forcément, il doit y avoir de la modélisation derrière, mais concrètement, quelle modélisation et pourquoi? Là, il n'y a pas eu de temps de discussion là-dessus, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai le droit de me donner la parole? Mais bien sûr. Oui, merci pour votre présentation. Sabine Sauvage, laboratoire LEF Toulouse. J'ai une question. Vous n'avez pas du tout abordé tout ce qui est les sols et tout ce qui est l'agriculture de conservation. Est-ce que c'est parce qu'il y avait personne qui a discuté là-dessus ou est-ce que c'était pas dans le cadrage? Alors, ça avait été évoqué parce qu'il y avait la même thématique dans les prospectives de 2017. Donc, ça avait été évoqué à cette époque-là. Et nous, en fait, on s'est basé sur les contributions qu'on avait reçues pour définir les thématiques des ateliers. Effectivement, on n'avait pas de contribution sur les sols cette année. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai sujet. Hein. C'est quand même abordé dans le terme de services écosystémiques, fertilité des sols, et le microbiote, il est aussi au niveau des sols, il contribue aussi à la productivité des plantes via le sol et via les racines, quoi. Donc, c'est abordé plus dans l'atelier microbiote, et particulièrement dans cet atelier-là. Ça a été effectivement beaucoup évoqué dans l'atelier microbiote, mais comme une composante finalement, qui pouvait être modifiée par les pratiques agronomiques. Voilà. Patricia, d'autres questions sur Internet? Non, et dans la salle? Bien, mais écoutez, merci beaucoup. On approche de l'heure de midi. C'est ça, la fin. La fin gagne tout le monde. On va passer au dernier atelier avant la pause déjeuner qui concerne santé et environnement avec Audrey Bergouignan, Florence Debar, Anna Rivero et Élodie Robert. Et c'est Anna et Florence qui prennent la parole. Oui, bonjour. Malheureusement, Audrey était censée venir, mais il y a un souci avec le train et elle a dû annuler aux dernières minutes.
Donc en fait, depuis à peu près, vous m'entendez? Depuis à peu près une vingtaine d'années, en fait, on assiste à un essor spectaculaire du domaine de l'écologie de la santé. Et en fait, les chercheurs de l'INE jouent un rôle clé dans ces domaines et en fait, ils ont une visibilité à l'international avérée. Ils jouent un rôle clé dans le décryptage des processus écologiques évolutifs à l'origine des maladies infectieuses, mais pas que, aussi des maladies non infectieuses. Et bien sûr, une part de l'excitation qui entoure cette discipline et son potentiel à prédire et à atténuer et l'apparition et la gravité et l'évolution des maladies chez les humains, mais pas que, aussi chez les animaux sauvages, les animaux domestiques et bien sûr les plantes. Donc en fait, c'est un sujet très vaste qui est reflété par les grands nombres d'inscrits et des participants à cet atelier. Donc on l'a divisé en 7 tables rondes différentes avec, c'est marqué 7 animateurs, mais on était 8, je pense. Je vais sauter ça. Et le fil conducteur de cet atelier, c'était bien sûr les changements anthropiques qui drive l'écologie et l'évolution des maladies, en fait, et pour lesquels les animateurs des ateliers précédents, concrètement les animateurs de l'atelier pollution-environnement, ils nous ont fait une super introduction. Donc voilà, évidemment, comprendre les pathogènes, comprendre les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques, les pesticides, mais aussi les microbiomes. Donc, je vais présenter les premiers ateliers. Ces 2 premiers ateliers étaient censés être présentés par Audrey. Donc, ce n'est pas du tout mon domaine, donc j'espère que vous allez comprendre les messages. Donc, en fait, c'était le premier atelier porté sur les maladies humaines non infectieuses, en fait, qui, comme vous savez, sont l'une des premières causes de mortalité dans le monde, en fait. Et parmi les questions futures qui ont été soulignées pendant cette table ronde, en fait, c'est le besoin de comprendre les déterminants bio-psycho-socio-environnementaux de ces maladies chroniques, en particulier des maladies chroniques non transmissibles, et de comprendre quelles sont les caractéristiques de certains territoires précis en relation, de les mettre en relation avec des variables de santé clés. Une deuxième question était un truc que je trouve assez intéressant parce que ça part un peu du paradigme d'étudier des populations malades, c'est d'étudier les populations saines et de comprendre pourquoi ces populations sont saines, en fait, c'est-à-dire de comprendre quels sont les facteurs socio-écologiques qui sont favorables à la santé. Et une troisième question, c'était de opérationnaliser la notion de monde de vie, c'est-à-dire aller au-delà des modes de vie et d'étudier conjointement l'environnement physique, c'est-à-dire le monde, ainsi que tous les aspects culturels, les valeurs qui les sous-tendent, les normes et valeurs qui les sous-tendent. Le deuxième table ronde portait sur les enjeux de gouvernance et les concepts de One Health. Donc en fait, en particulier sur le rôle des activités humaines sur le One Health, en fait, les liens étroits qui existent entre maladies humaines et maladies animales. Et ce qui a été souligné, c'est les besoins de caractériser une méthodologie pour étudier la santé des écosystèmes, en fait, et de mieux comprendre l'impact des changements globaux sur les interactions entre environnement, animaux, humains. De comprendre comment traduire les recherches en prise de décisions responsables et adaptées. Et un troisième point, c'était de définir et de comprendre quel rôle peuvent jouer les citoyens autant qu'influenceurs sur les décisions politiques et sur la recherche. Un troisième axe, là je commence à me sentir un peu plus confortable, était autour de questions de l'effet, encore une fois, de l'exposome sur la santé, et concrètement sur l'effet de l'exposome sur la génétique, l'épigénétique et les phénotypes des organismes en relation avec la santé.
les gens qui sont venus avant nous ont super bien expliqué, en fait. Donc, l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des sources d'exposition auxquelles les êtres vivants sont soumis depuis les développements embryonnaires jusqu'à la mort. On revient sur l'effet cocktail, en fait, c'est-à-dire les synergies qui peuvent s'opérer dans l'organisme entre ces différentes expositions. Et cette table ronde a beaucoup tourné autour de l'épigénétique, en fait, à laquelle on assiste à un essor spectaculaire depuis les derniers 20 ans, en fait, c'est-à-dire les changements phénotypiques stables, mais néanmoins réversibles, qui n'impliquent pas des modifications dans l'ADN. Et là, ça a été souligné le besoin d'avoir une cartographie nationale des données environnementales qui doit bien sûr être accompagnée d'une standardisation de la récolte des données et d'une meilleure compréhension d'un côté de mécanismes moléculaires sous-jacents à l'épigénétique. On en connaît certains, l'acétylation d'histone, la méthylation de l'ADN, etc. Mais peut-être pas tout. Et surtout de comprendre les liens entre, entre l'environnement, ces marqueurs génétiques, épigénétiques, et la fitness et l'effet sur le phénotype des organismes. Un quatrième axe à porter sur les zoonoses, en fait, selon l'OMS, depuis 30 ans, il y a 30 nouveaux agents infectieux qui étaient auparavant inconnus de la science et qui sont apparus chez l'homme, en fait. Et parmi ces agents infectieux, 70% sont d'origine animale. Vous connaissez beaucoup la grippe H1N1, la grippe aviaire, les virus du Nil, de la vallée du Rift et bien sûr le Covid. Donc en fait, c'est essentiel de comprendre les facteurs génétiques environnementaux qui déterminent la capacité des pathogènes à sauter entre espèces. En fait, on parle de saut d'hôtes. Et en particulier pour cela, il faudrait mettre en place des suivis à long terme des réseaux de transmission hors contexte épidémique. Donc, ça rejoint un peu ce qu'il y avait dans le premier atelier. En quelque sorte, étudier des populations saines pour comprendre d'abord d'où viennent ces émergences, en fait. Et pour cela, évidemment, il faut approfondir nos connaissances sur la diversité des pathogènes qui circulent dans la faune sauvage, déterminer le spectre d'hôtes de ces différents pathogènes, et bien sûr, comprendre quelles sont les conditions, quels sont les facteurs liés à l'hôte, quels sont les traits de l'hôte, les traits du pathogène, mais aussi des facteurs environnementaux qui favorisent les succès de ces sauts d'hôtes. Parce que ces sauts d'hôtes, des fois, ils marchent, des fois, ils ne marchent pas. Pourquoi des fois ces sauts d'hôtes marchent? Et puis, l'axe 5, porté autour de l'hôte comme un écosystème, en fait. Donc, pendant plusieurs années, en fait, on a étudié les interactions hôte-parasites d'une façon binaire, c'est-à-dire on étudiait quel effet avait un parasite donné ou un pathogène donné au sein d'un hôte. Et depuis quelques années, on assiste à un changement de paradigme qui a tendance à considérer l'hôte comme un écosystème, en fait, dans lequel il y a plusieurs pathogènes, il y a des organismes commensaux, il y a des mutualistes qui interagissent entre eux et qui interagissent aussi, évidemment, avec l'hôte. Et donc, du coup, on peut étudier ces micro-écosystèmes en utilisant les mêmes outils qu'on utilise pour étudier d'autres écosystèmes. Et les questions futures qui ont été identifiées, c'était la nécessité de comprendre les règles qui permettent l'établissement de ces écosystèmes, donc assemblage, quelles sont les espèces pionnières, quelles sont les espèces clés des voûtes, etc. Quels sont les rôles de ces interactions dans la fitness, dans la santé de ces hôtes, en fait, l'effet sur la mortalité, sur la morbidité. Quelles sont les dynamiques écoévolutives, non seulement intra, mais aussi inter-hôtes, en fait, parce que c'est un peu équivalent à étudier la dynamique de métapopulation. Quel est le rôle de la plasticité et de la sélection dans l'adaptation à la fois des pathogènes et des hôtes dans ces dynamiques? Et bien sûr, quel est le rôle de ces écosystèmes dans l'évolution de la résistance et de la virulence aux pathogènes?
La table ronde numéro 6 sur Covid a aussi été l'occasion d'expression de beaucoup de frustration des chercheurs qui ont participé. Pour reprendre le slogan rappelé par Antoine Petit ce matin, c'était des chercheurs de recherche fondamentale qui ont voulu se mettre au service de la société, mais n'ont pas pu le faire comme ils auraient voulu. Et ça a été aussi l'occasion de faire un constat sur quelle était la place du CNRS dans la recherche en santé, sa perception en France, sur les questions de santé, sa visibilité institutionnelle, mais aussi le sujet de comment faciliter les recherches en santé, notamment humaines, mais pas seulement au CNRS, donc sur aussi les questions de facilitation administrative. Et enfin, la question aussi de rôle que joue l'institution en temps de crise sanitaire. Et la dernière table ronde, enfin, portait sur les conséquences écoévolutives des interventions médicales et agronomiques. Donc là, il y a des questions, encore une fois, de recherche fondamentale qui se posent, et ça fait le lien aussi avec ce qui était présenté tout à l'heure par Emmanuel en écoévolution, parce que ce sont des exemples d'évolution rapide. Donc il y a des questions de recherche fondamentale qui sont posées, mais aussi il y a des implications pour la société. Donc là, c'est l'autre Emmanuel ça fait le lien aussi de comment se passent les interactions avec la société et des décideurs. Il y avait aussi des questions de surveillance et de gestion, voilà, de l'antibiorésistance dans les eaux usées, le développement de ces techniques qui sont déjà utilisées, et des impacts de la pollution. Donc là, ça fait le lien aussi avec ce qui a été présenté précédemment sur la pollution. Donc les verrous, bon, il y a des verrous méthodologiques et techniques et qui sont communs aussi avec ce qui a été présenté précédemment. Donc il revient assez régulièrement à chaque fois. Là, c'est les questions des données, de la constitution de bases des données, de leur partage, leur maintien. Et aussi le développement d'outils d'analyse et de modélisation. Pour les verrous, il y a encore, comme partout, des verrous en commun, mais là, plus spécifiquement, il y a vraiment la question d'accès à certaines bases de données et le fait qu'elles soient réservées à un certain public et difficilement accessibles parfois pour des chercheurs du CNRS. Et donc des choses ici sur lesquelles il faudrait travailler. Et aussi, ça a aussi été évoqué précédemment, donc c'est cette idée de meilleure compréhension, enfin meilleure cartographie des forces en présence, donc de la communauté, avoir une meilleure idée de qui travaille sur quoi et donc avec qui possiblement interagir. Et voilà, ça a encore aussi été discuté précédemment, les interactions avec la société et avec les décideurs et les réflexions sur les rôles que nous pouvons avoir. Et enfin, plus largement, donc un message clé de cet atelier, c'était de se poser la question de quelle est la place de la santé au CNRS et la place de la santé dans le paysage de la recherche en France. La santé ne se limite pas à la recherche humaine, et même la santé humaine ne se limite pas à la recherche clinique et biomédicale. Mais c'est quelque chose qui est un message qu'il faut aussi faire passer. Et c'est important non seulement en termes corporatistes, mais aussi simplement pour la qualité de la recherche qu'on pourra faire. Là, je peux vous renvoyer aussi aux préconisations qui ont été faites dans le rapport de la Cour des comptes qui est paru sur l'INSERM. Donc, il y aurait peut-être aussi des choses à faire pour rappeler que, voilà, ce que je viens de vous dire, la santé, c'est pas juste la recherche clinique, et que le CNRS, en tant qu'organisme national et pluridisciplinaire, a des choses à apporter sur la question. Et donc, l'importance de s'approprier ce domaine. Et ça va au-delà juste de l'INE avec les autres instituts, et y investir, y être représenté. Merci beaucoup Anna, Florence. Des questions auxquelles nous sommes très sensibles tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors.
Bonjour, donc Raphaël Chex, éco-anthropologie. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez inclus dans vos réflexions la question de la justice sociale, le fait que certaines populations sont défavorisées, sont plus exposées à des stress, à une alimentation défavorable, vivent dans des zones plus polluées? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi et quel serait le rôle de l'INE par rapport à ces questions-là? Ça marche pas? Ah. J'ai pourtant touche un peu parce que il y avait, je pense que c'est un sujet qui a été traité dans la première table ronde en fait, et c'est quelque chose qui est compris je pense pas qu'il y ait des choses spécifiquement sur ça dans le compte rendu en fait. Et j'ai pas pu assister à cette table ronde en fait, donc si vous voulez, je vous laisse contacter Enguerrand Massia, qui a piloté cette table ronde en fait pour lui poser la question. En fait, très clairement, dans l'approche socio-écologique de la santé, les déterminants niveau du socio-économique et tout le reste sont vraiment pris en compte. Donc effectivement, ça fait partie prenante de ce type de recherche. Oui. Bonjour, Joanne Van Baren de l'UMR EcoBio à Rennes. J'avais une question sur les lourdeurs administratives liées au prélèvement et au déplacement d'échantillons et autres. Est-ce qu'il y a des solutions envisagées dans ce domaine? Tu me poses la question à moi ou à l'INE? Si, il y a des solutions envisagées, mais enfin, il faudrait... on a l'impression un peu partout que de plus en plus, il y a plus de choses, des démarches administratives à faire, hein, qui nous prennent un temps fou et qui, voilà, au lieu d'aller vers une simplification, on va vers une complexification. Voilà. Après, je ne sais pas si Flo veut répondre par rapport aux données spécifiquement humaines, où la chose c'est encore plus compliqué. Je ne sais pas, qu'est-ce que... Non, des recommandations qu'on a écrites dans le rapport, c'est notamment de faire presque du lobbying pour de la simplification, notamment par exemple pour les accès aux données, et de faire comprendre l'importance de faciliter ces accès pour la recherche et de l'intérêt qu'il y a à le faire. Mais après, enfin voilà, donc je ne sais pas si c'est la solution, c'est de dire il faut après il y a se battre pour. En fait, après il y a les protocoles des Nagoya, mais je ne sais pas si là on y peut quelque chose, tu vois, parce que c'est un truc européen et qui devient des plus parce qu'avant c'était pour les organismes, maintenant c'est même l'ADN, hein, donc mais je ne pense pas que les CNRS. Alors, Nagoya c'est mondial. Hein? Nagoya c'est mondial. C'est mondial. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un enjeu en recherche de plus en plus fort pour justement le transfert des échantillons du terrain vers les laboratoires et parce que le risque zéro n'existe pas et on a ça dans énormément de projets de recherche et si on inclut la santé humaine et autres avec tous les nouvelles possibilités de virus ou toutes ces choses-là qui peuvent se produire, on aboutit à des solutions où finalement on ne peut plus rien transporter, où c'est extrêmement compliqué, quoi. On est d'accord. Il y a une réglementation qui est très stricte, à laquelle il faut se plier. Il y a Fabien Arnaud qui travaille justement sur la question des échantillons de terre, qui sont considérés comme des échantillons potentiellement terroristes. Donc il faut faire extrêmement attention et la législation est très complexe. Et l'accès aux données de santé humaine, que Florence connaît très bien, est encore plus complexe, puisqu'il y a vraiment des questions de sécurité individuelle, accès aux données qu'il faudra prendre en compte, et qui sont très variables selon les pays. Merci beaucoup. J'ai des commentaires. Qui moi, Ah, là. pardon. Excuse-moi. C'est Patricia. pas des questions, c'est des commentaires. J'en ai 3. Alors, j'ai déjà Sylvain Maé qui souhaite bon courage pour votre combat légitime sur santé humaine. Il y a Christophe Gruneau qui dit que le GDR épigénétique en écologie et évolution a déjà fait un début de répertoire des labos qui travaillent dans le domaine, à compléter évidemment.
Et il y a Jean-Marc Bonzon qui nous dit qu'il y a une mise à jour intéressante de l'OMS en 2022 concernant le concept de One Health qui renforce la position et l'importance d'étudier le rôle de la biodiversité quand on s'intéresse à la santé humaine, et il met un lien qu'on vous transmettra, bien évidemment. Merci. Alors, une dernière question Je peux avant. juste rebondir rapidement sur One Health. C'est aussi, on pourrait proposer, c'est d'aller au-delà des déclarations de principe, qui est souvent utilisé comme, c'est le nouveau mot à la mode, et justement que ce soit mis en action et pas juste utilisé pour faire beau dans le document. Bien dit, Florence. Oui, merci. Bert van Boxelaar, EEP à Lille. J'ai plutôt pas une question, mais une réflexion générale, et notamment sur tous les ateliers concernant les grands défis environnementaux. La population humaine augmente encore, et donc on a beaucoup parlé sur l'aspect de la caractérisation des pressions actuelles, mais donc il me semble que dans l'avenir, il va y être encore une intensification de la production agricole et une intensification des pollutions et des autres aspects associés à tous ces grands défis. Personnellement, moi, ça me fait un peu peur, mais c'est la recherche qui devrait donner des réponses à tous ces enjeux. Et je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus aussi. Sont d'accord. Je voulais un peu revenir aux commentaires concrètement sur cet atelier, aux commentaires de Florence sur aller au-delà des déclarations et de voir un peu que ça s'est traduit par des actions concrètes. En fait, un problème sur lequel on est confronté, les gens qui travaillent sur l'écologie et l'évolution de la santé, c'est par exemple concrètement pour l'ANR. Donc, un des comités scientifiques, c'est santé et environnement, ça s'appelle. Mais si tu regardes, en fait, les projets sont tous des projets humains super appliqués. Et du coup, on a du mal à se faire entendre, même si quand on lit les descriptifs, c'est très beau, One Health, machin bidule, en pratique, depuis quelques années, les projets qui sont donnés sont pour des projets santé humaine et hyper appliqués. Donc, aux biologies fondamentales, on a du mal, en fait. Oui. Merci. J'ai deux autres commentaires, vite fait, de Christine Paillard, qui dit qu'au sein du réseau Écologie des interactions durables, les communautés agroécologie et marins échangent beaucoup à ce sujet, agroécologie marine. Et de Virginie Courtier, qui dit qu'il faudra un groupe de personnes administratives au CNRS, INE, INSB, qui connaît bien le protocole de Nagoya et qui pourrait nous aider pour la collecte d'échantillons et de données. Personnellement, on a arrêté nos travaux sur le terrain en Afrique car trop de temps, tracasseries administratives que les chercheurs doivent régler seuls. Je pense que tu as une réponse. Je passe la parole tout de suite à la personne qui suit Nagoya à l'INE très activement. Oui, je pense qu'il y a une méconnaissance de la réglementation et des outils qui sont en place. Le CNRS a créé une cellule APA avec effectivement un certain nombre de représentants par institut, mais également des juristes qui sont capables de former et qui vont former dans les délégations régionales les SPV qui répondent aux questions de tous les chercheurs qui veulent mettre en place le protocole tel que c'est demandé dans le financement des projets. Donc tout chercheur doit aller auprès de son SPV pour construire son projet tout en étant en accord avec le protocole de Nagoya. Et si vraiment il y a des soucis, effectivement, les chercheurs peuvent s'adresser à la cellule APA du CNRS. Il y a une adresse générique derrière laquelle se trouve un certain nombre de personnes, dont Martine Ossart et moi-même. Et donc moi-même, c'était Agnès Mignot, directrice adjointe de l'Institut Écologie Environnement. Philippe. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Agnès, il n'y a pas que les problèmes d'APA, quoi. Enfin, donc, ce qui serait peut-être bien, je me suis confronté directement au problème il n'y a pas très longtemps, et des problèmes aussi qui ne sont pas liés au ministère de l'écologie ou de la recherche, mais au ministère, plutôt à la santé. Quand on ramène des échantillons, il faut aussi faire des demandes qui ne relèvent pas de l'APA. Ce serait peut-être bien d'avoir une espèce d'organigramme
Je vais sur le terrain, je vais ramasser du sol, des plumes, des coquilles d'escargot, je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Étape numéro 1, je fais ça. Étape numéro 2, un truc relativement simple, parce qu'effectivement, on peut aller chacun de notre côté, aller voir les services, les SPV de nos délégations, qui seront très certainement tout à fait au point sur l'APA, et pas qu'au CNRS d'ailleurs. Mais avoir une vision un petit peu d'ensemble sur ce qu'on doit faire quand on part en mission. En fait, quand même, il faut le dire, la plupart, enfin, une bonne partie des collègues, moi y compris, il y a certains trucs, on passe par-dessus. Dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Alors, sauf si on va en Chine, dans des endroits où on risque de... Voilà. Une réponse rapide, il y a quand même pas mal de documents qui sont disponibles sur l'intranet du CNRS et qui sont censés aider le chercheur au moment où il part en mission. À côté de ça, pour ces questions un petit peu plus complexes, il y a effectivement la cellule APA au CNRS, mais au-delà de ça, il y a aussi Fabien Arnaud, comme je le disais, qui est chargé de mission in et insu sur ces questions de carottage continentaux et qui est en train de travailler très activement sur cette question. Voilà. Et il y a une cellule faune sauvage qui est en train d'être mise en place, alignée avec l'INSB aussi, sur des questions beaucoup plus tenant aux vivants. Voilà, sur ce, je pense qu'il faut qu'on arrête, il est l'heure. On remercie toutes les personnes qui sont online et qui ont suivi. Merci aux orateurs et je vous souhaite un bon appétit. Nous nous retrouvons précisément à 14h15 pour reprendre. Merci beaucoup.